je vous dis tout de suite, je ne suis pas Zorro. Si je porte un masque, eh bien, c'est la faute à ce monsieur qui est à côté de moi. Il va se présenter. Je m'appelle Léonard Maton, je suis metteur en scène, metteur en espace, directeur de la compagnie Immersion, qui a produit l'année dernière et qui reprend cette année un spectacle qui s'appelle Le Fléau, mesure pour mesure, qui se joue dans le domaine du Palais Royal, en extérieur. Voilà, c'est là où nous sommes, c'est pour ça que j'ai le masque, parce que si vous allez voir Le Fléau, vous aurez chacun un masque, pas tous comme le mien, parce qu'il y a plusieurs couleurs. Moi, je faisais partie des dorés, mais il y a les noirs, il y a les argentés, si je ne m'abuse, il y en a 3. Tout à fait, il y a 3 couleurs, parce que le spectacle commence à 3 endroits différents. Il commence sur 3 scènes qui n'ont rien à voir, parce que le texte de Shakespeare, mesure pour mesure, rassemble beaucoup de personnages. Il y a 17 interprètes qui jouent des personnages qui sont soit des nobles, soit des gens de la rue, soit des gens de la religion. Et voilà, ces 3 points de départ permettent de faire un vrai théâtre immersif, selon moi, immersif dans le sens où vous, le spectateur, la spectatrice, est amené à faire des choix en permanence. Et le premier, on l'impose avec la couleur du masque, et après, chacun comprend qu'il peut aller où il veut, voir qui il veut. Ah bah donc je peux retirer mon masque. Oh super. Parce que bon, je ne l'avais pas attaché derrière, donc c'était pas très pratique. Donc l'idée de reprendre ce spectacle et d'en faire un spectacle, comment on pourrait dire, à la fois immersif c'est sûr, mais on bouge. C'est-à-dire qu'en général, les spectateurs, eh bien, ils sont comme nous, ils sont assis sur un banc, sur des sièges, sur des fauteuils, selon l'endroit où vous vous trouvez. Mais alors là, le spectateur est debout. Alors comment avez-vous trouvé cette idée et comment l'avez-vous fait pour la développer? Immersif, c'est vrai que quand j'ai commencé à en parler, c'était en 2015, il y avait pas mal de gens qui me demandaient si c'était sous l'eau. Aujourd'hui, c'est un mot qui est employé absolument partout. C'est beaucoup la réalité virtuelle, donc pareil, assis, sans bouger ou en bougeant très peu. Voilà, l'immersion, c'est l'idée de plonger dans un monde. Moi, je fais du théâtre, je fais de l'art vivant, et j'ai voulu développer un spectacle tout d'abord qui était une adaptation d'Hamlet, qui s'appelle Helsingør, Château d'Hamlet, qu'on a créé en 2018. Et cette idée était de développer un spectacle qui fonctionne selon de la déambulation, évidemment, marcher, se déplacer. 2, effectivement, avoir plusieurs scènes qui se jouent à plein de moments ensemble, avec certaines scènes qui rassemblent tout le monde, qui permettent de recoller les morceaux en quelque sorte, si jamais il y a des choses qui avaient été oubliées. Et donc ce choix qui est donné au public est vraiment inhérent à ce que je fais depuis 2018, depuis la création de Helsingør, d'abord dans une friche industrielle, puis ensuite on l'a repris au château de Vincennes. Donc à partir de là, on a tissé un lien avec le Centre des Monuments Nationaux. Le domaine du Palais Royal appartient au Centre des Monuments Nationaux. J'ai donc proposé, suite au confinement, où j'avais pu avoir le temps de travailler sur les pièces d'autres pièces de Shakespeare que Hamlet, pour savoir ce qui pouvait aussi s'adapter en théâtre immersif, c'est-à-dire avoir une continuité pour tous les personnages de bout en bout. Personne ne sort jamais de scène, il n'y a pas de coulisses, donc il y a toujours du jeu à avoir pour tous les personnages. Et ben j'étais tombé sur cette pièce, mesure pour mesure, que je connaissais déjà mais que j'avais un petit peu oublié, et cette pièce qui parle de la juste application de la loi. Jouer entre le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel me paraissait une bonne idée pour que ça résonne avec le lieu. Et on se retrouve non pas en Angleterre, non pas en Allemagne, mais dans une ville que je vous laisse nommer. C'est Vienne, on est en Autriche. En réalité, Shakespeare écrit Londres, décrit Londres dans sa pièce. Il écrit cette pièce 1 an après la mort d'Élisabeth. Seulement, et à l'arrivée du roi Jacques Ier, que tout le monde n'appréciait pas, lui appréciait tout particulièrement Élisabeth Ier, grande reine d'Angleterre. Oui. Et il a écrit cette pièce qui parle en fait de la juste application de la loi au moment de la fermeture des lieux de plaisir. Les cabarets, les bordels, les théâtres, en raison d'une épidémie de peste. C'est aussi peut-être pour ça que j'ai bien aimé travailler dessus au moment du confinement. Ça rappelait des choses qu'on vivait, il y avait des échos comme ça. Et
Et cette Vienne est en fait une Vienne fictive pour ne pas se faire taper dessus par le nouveau roi. Parce que ce qu'il décrit de Londres est une ville où la loi s'applique bizarrement. Oui, c'est vrai que je n'ai aucune envie de rentrer dans les détails parce qu'il faut le découvrir, on va pas vous en déflorer dire, tout ça. Déflorer tout. Vous avez combien de personnages sur scène? Enfin, sur scène, j'aime pas dire sur scène. Sur les plateaux. Sur les plateaux. On va dire les plateaux parce que pour deux raisons. D'une part parce qu'effectivement il y a plusieurs endroits où ça joue, donc on peut dire qu'il y a plusieurs plateaux, mais aussi parce qu'on joue sur la dalle des colonnes de Buren. Et l'œuvre de Daniel Buren s'appelle Les Deux Plateaux, donc c'est très justifié qu'on appelle ça des plateaux. Il y a 17 interprètes pour 20 rôles en tout. Certains se changent quand même dans des petits recoins obscurs pour interpréter plusieurs rôles. J'en ai vu un. Se changer se changer, partir pour se changer, revenir avec... non, je l'ai pas vu au moment de la transformation. Ouf, normalement, ils le font suffisamment caché. Oui, c'est ça. Non, mais j'ai vu quelqu'un qui sortait, qui revenait. Je me suis dit, tiens, c'est le même, mais avec un costume différent. Eh oui. Non, ça pour, y a 2-3 personnages dans la pièce qui apparaissent pour quelques minutes. Donc, voilà, il fallait trouver des techniques pour pouvoir faire ces changements-là, ce qui était important. Comment le public peut comprendre qu'il faut bouger? Ça, c'est la seule chose qui m'a, je dis pas choqué parce que c'est pas le mot, et qui m'a interpellé, puisque moi j'étais dans un groupe avec la couleur du masque doré, et tout d'un coup j'ai vu que les gens partaient dans un autre groupe, mais pas tous. Donc, qui comprend qu'il faut aller à droite, à gauche, tout droit, au milieu, avant de se retrouver, mais bon, c'est tout à la fin, tous ensemble. C'est une éducation quelque part. Le théâtre immersif, il y en a très peu, les gens ne sont pas encore habitués. En Angleterre, aux États-Unis, il y en a plus. Ceux qui reviennent après avoir vu Helsingor ou qui reviennent voir ce spectacle, parce qu'en fait, on peut le voir plusieurs fois puisque on peut démarrer à d'autres endroits, voir d'autres scènes qu'on n'a pas vues. Et les gens en fait comprennent du simple fait que vous avez commencé par le doré, c'est une scène de passation de pouvoir du duc, le duc s'en va, les personnes à qui il passe le pouvoir, au bout d'un moment, s'en vont aussi pour aller faire autre chose. Et bien si vous restez tout seul, donc vous le comprenez malgré vous quelque part. Ceux qui ont déjà vu des spectacles suivent assez vite parce qu'ils ont compris, ou alors certains qui pourraient ne pas être intéressés par cette scène et vouloir aller voir autre chose parce qu'ils entendent, ils voient que quelque chose d'autre se passe qui leur semble plus à leur goût. Je dis pas plus intéressant, c'est plus à leur goût. Chacun va vraiment selon ses goûts suivre sa propre histoire et suivre les personnages qu'il a envie de suivre. Et c'est vraiment cette envie de laisser libre cours à des gens qui aujourd'hui, je pense, sont plus à même de comprendre ce mode de fonctionnement parce que je crois qu'on est dans une génération maintenant où le livre dont vous êtes le héros nous a infusé pendant notre enfance, le jeu vidéo avec des mondes ouverts, le jeu de rôle aussi, et puis simplement le zapping à la télévision, sur Internet, le fait de pouvoir faire ses propres choix et se raconter sa propre histoire, je crois, est assez réjouissant pour les spectateurs et spectatrices de ne pas justement être coincés dans un fauteuil avec l'obligation de voir quelque chose qu'on n'aurait pas forcément envie de voir ou qu'on n'aurait pas envie de voir au même rythme. Voilà, se raconter sa propre histoire, aussi remplir les vides, remplir les ellipses, parce qu'on rate des choses évidemment, très souvent, qui sont répétées un peu plus tard, mais je crois que Shakespeare a aussi ça a quand même fondé la littérature anglo-saxonne et ça va jusqu'à aujourd'hui l'écriture de séries télé. Aujourd'hui, les séries télé, on voit qu'il y a parfois 10, 20, 30 personnages en même temps qui jouent. Je pense à Game of Thrones, je pense à ce genre de série où le spectateur, la spectatrice est obligée de remplir les vides lui-même, elle-même, de se raconter sa propre histoire en partie. Mais c'est plus facile, alors je reviens sur ce que vous venez de dire, c'est plus facile parce qu'on peut revenir en arrière. L'avantage des séries télé, c'est que c'est en télé et la plupart du temps,
on peut revenir en arrière et comprendre pourquoi lui il est là, pourquoi lui est pas là. Alors il y a ça aussi même au début des épisodes, dans les épisodes précédents dans la série. Aussi. Mais en fait Shakespeare fait ça, il fait ça pas mal, je pense dû au fait que il écrit des pièces très longues, il écrit des pièces de 4h30, celle-là elle doit faire 4h30, Hamlet dure 6h. Il sait très bien que les gens vont sortir, vont aller manger, vont aller aux toilettes, vont aller vont pas rester pendant la totalité de la pièce. Donc en fait dans chaque scène, il remet des petits éléments de ce qui s'est passé précédemment. Il le fait très subtilement et ça permet aux gens de pouvoir recoller les morceaux assez facilement, souvent. Normalement, je devrais vous interrompre et vous dire, oui, le spectateur, quand il vient, il faut qu'il ait pris ses précautions. Il n'y a pas de toilette. Et il n'y a ici pas de toilette, malheureusement. Enfin, entre autres, hein, ça ne dure pas 3 heures. Je vous rassure. Ça ne dure qu'1h30. Voilà, parce qu'on est quand même debout. On peut s'asseoir de temps à autre sur les petites colonnes de Buren, ça fait du bien. Voilà, ça c'est le principal. Maintenant, il faudrait peut-être nous parler des comédiens, comment vous les avez trouvés et présentez-nous les comédiens. Alors, je ne vais pas aller les chercher très loin puisque comme ici c'est un lieu public, le domaine du Palais Royal, on ne pouvait pas répéter sur place. On ne pouvait répéter que dans des lieux qui étaient en fait inadaptés parce qu'il n'existe pas de lieu parfaitement adapté pour ce qu'on fait. C'est une dalle de 5000 m². Voilà, ça aurait été très compliqué de répéter dans un lieu similaire. Et donc j'ai fait appel, mais c'est aussi parce que j'avais envie de poursuivre le travail avec eux, j'ai fait appel en grande partie à la troupe qui avait créé avec moi Helsingør, l'adaptation d'Hamlet. Et cette troupe, pour Hamlet, on avait eu la chance de le créer dans une friche industrielle. Donc là, pour le coup, on avait un espace qui était vraiment à nous et qui nous avait permis cette création. Là, il fallait des gens qui travaillent très vite, efficacement, pour créer ce rapport au public qui est très particulier. Jouer à 50 cm des gens, c'est particulier. Certains soirs, les personnes sont là, l'autre soir, ils seront à l'opposé. Donc, comment arriver, et on ne sait pas pourquoi, ça varie complètement. On peut entraîner, on peut modeler un peu le public, mais on n'est pas à l'abri de personnes qui répondent parfois pendant le spectacle, qui, transportés par leur émotion, vont sortir quelque chose, un mot, une expression, parfois un mouvement, tenter de bloquer un interprète. Ça peut arriver, on l'encourage pas, mais ça peut arriver. Et il faut des interprètes un peu aguerris à ce genre de technique. Et donc les interprètes, c'est des gens qui viennent un peu partout, que j'ai rencontrés depuis 20 ans, et j'en suis très heureux parce qu'ils viennent de vraiment partout. Il y a 2 anciens de la Comédie Française, un ancien et puis quelqu'un qui a été apprenti là-bas. Il y a la moitié, je crois, ou un gros tiers qui est sorti du Conservatoire National. Des personnes qui vraiment viennent du théâtre privé par ailleurs. Et que des comédiens très, très aguerris ou des jeunes que j'ai repérés en sortie d'école ou même pendant leurs études, lors des présentations d'élèves, parce que j'aime bien faire ça, aller voir découvrir la jeune génération et voilà, ramener des gens de cette génération-là. Moi, il y a une chose qui m'a, je dirais pas choqué, hein, c'est pas choqué, qui m'a amusé, c'est qu'à un moment, j'étais tout seul sur une colonne et j'ai un comédien qui est venu qui m'a fait un texte. C'était pas pour moi parce que on sentait bien qu'il le connaissait, mais qui est resté pour me faire quelque chose que pour moi. C'est tout sauf choquant, j'espère. Non, c'était pas choquant. C'était justement, c'est pour ça que je vous demande, est-ce que ça arrive souvent? Oui, en fait, chaque comédien et comédienne, quasiment, à part peut-être les 3 rôles les plus importants, et même encore eux, ils ont des moments où il y a une pause dans leur parcours, parce que Shakespeare n'a pas écrit n'a pas écrit un texte continu pour tous les personnages. Normalement, ce sont des scènes qui s'enchaînent avec tel ou tel personnage. Donc, entre deux, parfois on joue les 2 en même temps, mais parfois les scènes ne durent pas la même longueur, donc il y a des petits temps comme ça de pause. Et tous les interprètes, tous les personnages ont des secrets. On développe beaucoup ça. Le lieu qu'on avait créé pour Helsingør dans la friche industrielle s'appelait Le Secret. Et on développe beaucoup ce principe du secret, où chaque personnage
est relié à une histoire plus grande que celle qui est racontée, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir, parfois on va chercher des textes, des sonnets de Shakespeare, des textes d'autres pièces, pour alimenter ces temps et être justement libre aussi dans l'interprétation de le faire ou non à des membres du public qui en ont l'envie ou qui sont justement seuls à un moment, d'aller les chercher pour les inclure, même si même s'ils veulent être peut-être tranquilles à ce moment-là, je ne sais pas, mais avoir ce genre d'interaction avec un comédien qui joue pour une personne, c'est un privilège quand même assez rare. Oui, ça c'est vrai, c'est pour ça que je ne pouvais pas ne pas en parler, puisque j'ai trouvé ça non pas choquant, non pas, mais vraiment intéressant, puisque le comédien, c'était clair, ça me parlait, donnait son texte. C'est joli de dire me parlait parce que c'est un personnage qui dit un texte en réalité. Oui. Et parfois, ce sont des textes qui sont dits sans même vouloir s'adresser à la personne, parce qu'on joue de ça aussi, on joue de cette proximité ou non que les membres du public ont avec les interprètes. Sont des spectateurs, des spectatrices, ou sont des fantômes? Ne sont-ils pas là parfois? Certains peuvent parler tout seuls et se dire tout seul et se croire tout seul, alors qu'il y a 50 personnes autour d'eux. On joue beaucoup voilà, sur cette présence ou non-présence des spectateurs et des spectatrices. Bon, j'imagine que maintenant, si vous nous regardez et que vous nous écoutez, vous êtes en train de vous demander dans quel monde on vit. C'est-à-dire où est-on? Alors, on est en France, on est dans les jardins du Palais Royal. Il est 20h ou 20h30 maintenant. 20h30, ce sera 20h après, à partir du 31 août. Voilà, alors ça se joue donc jusqu'au 31 août à 20h30. Ensuite, jusqu'au 7 septembre à 20h. Voilà. Avec 2 nocturnes à 22h30, le 31 août et le 7 septembre. Ça se passe, l'entrée se fait sur la place Colette. Oui, à droite de la Comédie Française. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, alors, c'est pas la peine de prendre la rue Montancier, que vous connaissez peut-être, qui est la rue du Théâtre du Palais Royal. Non, c'est pas celle-là, moi je me suis fait avoir parce que je pensais que j'étais là à l'entrée. Non, il faut contourner la Comédie Française. En fait, il faut rester, il faut sortir du métro et rester devant la Comédie Française et passer à droite. Voilà, vous avez tout compris. Donc, on l'a dit, c'est 20h ou 20h30. Par personne, quel est le tarif? Ça dépend, c'est très variable. Il n'y a pas de siège, donc ce n'est pas en fonction du placement. Il n'y a personne au paradis. Chacun se place où il veut. Donc c'est en fonction des âges qu'il y a une dégressivité des tarifs. Ça va de 25 à 49. Voilà. Alors le 25, c'est pour qui? Le 25, c'est pour les moins de 18 ans. Et le 49, c'est pour les plus de 30 ans qui travaillent. Voilà. Et les retraités, les 70 et plus ou les 65 et plus? Ça a été un choix un peu douloureux, mais on s'est dit que les retraités étaient encore suffisamment bien traités dans ce pays pour la plupart pour payer ce prix-là. Et ça n'a pas été démenti par la fréquentation. Voilà, on a plutôt fait sur des efforts sur les étudiants, sur les jeunes, comme un accès à la culture, parce que c'est un super accès à la culture, ce théâtre-là, auprès des jeunes, ça fonctionne très bien. On a une moyenne d'âge qui est même aux alentours de 30 ans. Et après, je comprends très bien que des personnes qui ont du mal à marcher, qui ont du mal à entendre, parce que c'est vrai que les choses se passent, t'as plusieurs scènes en même temps qui se jouent dans le même espace, donc ça résonne. Je comprends très bien que ces personnes-là se disent c'est pas fait pour moi. Oui, moi je pense plutôt à ceux qui ont du mal à marcher. Voilà, je n'incite pas forcément, je suis pas là en train de faire de la retape pour essayer de faire venir des gens de 85 ans qui auraient mal au dos. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu exigeant, c'est physique, c'est un théâtre un peu physique, il faut donner de sa personne. Donc voilà, on est sur cette tarification de plus de 30 ans et plus. Bon, maintenant il faut savoir une chose, comme tout le monde, vous avez tous un portable, un téléphone portable. Il faut savoir que vous allez le laisser à l'entrée, de gré ou de force. En quarantaine. Voilà, il est en quarantaine, il sera bien gardé dans un petit sac, etc. Mis dans une petite boîte individuelle. Et à la sortie, vous le récupérez dans le même état
Voilà, parce que moi je l'ai donné, je l'ai récupéré dans le même état, personne n'avait passé de coup de fil, de toute façon je l'avais éteint, donc il risquait pas. Mais voilà, c'est sous clé, sous cadenas. Voilà. Alors, on a effectivement fait ça pour plusieurs raisons. D'une part, au départ, parce qu'on sait que les portables ça sonne dans les salles de théâtre aussi, même si on demande d'éteindre. Deuxièmement, dans un dispositif comme celui-là, ce serait tellement facile de garder en mode vibreur dans la poche, de sentir que ça vibre, de s'éloigner de quelques pas, de sortir pour regarder discrètement, de voir que c'est peut-être un message un peu important ou pas du tout, mais de se dire on va répondre et de pas pouvoir rentrer dedans. J'ai eu une fois une star du cinéma qui est venue et qui a refusé de laisser son téléphone portable. Il était invité. J'ai dit d'accord, vas-y, et c'est ce qui lui est arrivé. Il a très rapidement répondu à un mail et à la fin du spectacle, il m'a dit j'aurais dû t'écouter. J'ai pas réussi à rentrer dedans à nouveau. C'était Jean-Paul Rouve. Voilà, il m'a dit j'ai pas réussi à rentrer dedans après parce que j'en étais sorti. C'est vrai que c'est une plongée dans un univers, un spectacle comme celui-là, et c'est aussi puisque la plupart des personnes, je vois, n'ont plus de montre, moi non plus. On regarde beaucoup l'heure sur les portables. C'est aussi le moyen de se couper du temps. C'est un moyen de se couper de l'espace extérieur, de la vie. Il y a des parents, des mères de famille un peu inquiètes qui me disent premier soir d'une babysitter pour notre enfant, est-ce que je peux garder? Je dis non, revenez toutes les 10 minutes pour vérifier si votre portable, on ressort votre portable, on vous le donne et puis ensuite on le reprend. Mais coupez-vous de ça. La plupart du temps, les mères de famille ne reviennent qu'à la fin du spectacle en disant merci de vous avoir permis de couper pendant 1h30, de lâcher cet outil qui est quand même une sollicitation permanente. Donc oui, voilà, on prendra vos téléphones. Alors, on a parlé des tarifs, on a parlé des horaires, je crois qu'on a fait le tour. Ça s'appelle le Fléau. Voilà, ça s'appelle le Fléau, mesure pour mesure, puisque la pièce de base de Shakespeare s'appelle mesure pour mesure. Le Fléau parce que non seulement il y a effectivement cette peste qui qui est un point de départ du spectacle, mais le Fléau c'est aussi l'aiguille de la balance, et comme c'est une pièce sur la juste application de la loi, sur la justice, voilà, c'est cette aiguille qui oscille d'un côté ou de l'autre. Y a-t-il quelque chose de prévu dans ce genre pour 2025? 2025 non, 2026. Ah. Je travaille sur un prochain gros projet pour 2026, avec la scène conventionnée de Nevers, où on créera le spectacle, avec laquelle je deviens artiste associé. Et voilà, c'est un spectacle qui nous mènera vers New York. Contemporain, pas Shakespeare cette fois-ci. Ah bon, alors... Non, on va aller dans d'autres choses. Eh bien, on se donnera rendez-vous. Je ne sais pas si je pourrai aller à Nevers, parce que je suis quand même très parisien. On viendra à Paris aussi. Donc, à Paris, on se donne rendez-vous. Et on se dit un gros M pour les jours à venir. Et si, pour aller chercher les billets quand même, ah oui. Juste le dire, c'est beaucoup sur Internet, sur le site de la compagnie qui s'appelle Immersion, immersionprod.com. Voilà. Ah oui, ça c'est important. On peut pas le trouver ailleurs que sur le site. On peut acheter à l'entrée ou pas? Non, si on est complet. Donc mieux vaut acheter sur le site. Ok, voilà, vous avez tout dit. Merci beaucoup. Merci.